Dans le cadre de cette série concernant la préparation au concours du CAPES et de l'agrégation, je voulais revenir sur une question cruciale, centrale même, dans cette préparation, qui est la question des révisions. Sur ce point, je trouve que finalement, il y a des rapprochements à faire avec les questionnements qui sont ceux de nos élèves de terminale et nos propres stratégies et tactiques de révision. L'une des difficultés qu'ont les élèves de terminale lorsqu'ils doivent réviser la philosophie pour le bac, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ce que font les bons élèves, souvent, c'est qu'ils vont tenter d'amasser le plus de connaissances possible. Ils vont essayer de devenir très cultivés sur le plan de l'histoire et de la culture philosophique. Et évidemment, c'est une stratégie qui peut être relativement payante, mais qui empêche, paradoxalement, de travailler sur ce qui est, à mon avis, réellement essentiel et réellement valorisé dans une copie de philosophie, c'est-à-dire la capacité à produire un problème, à investir un problème et à travailler ce problème dans une argumentation au souffle long. Lorsque j'ai travaillé l'agrégation, j'avais un temps limité puisque je préparais l'agrégation en même temps que j'étais prof. Et donc la question s'est vite posée pour moi de savoir comment est-ce que je pouvais rendre cette préparation la plus efficace possible, la plus performante possible, la plus efficiente possible. Et donc, ce que j'ai tenté de faire aussi, c'est notamment lorsque j'ai dû réviser pour l'oral, que je n'avais pas du tout prévu d'obtenir, j'ai dû essayer d'élaborer des tactiques, des stratégies de révision en un temps rapide, voire très rapide. Donc ce que je me propose ici de faire, c'est de donner quelques principes de révision qui ont été importants pour moi, qui ont été fonctionnels, et aussi de donner des axes de travail pour des personnes qui se trouveraient dans la situation qui est la mienne, c'est-à-dire une situation où il est nécessaire de réviser rapidement. L'essentiel, il me semble, dans la révision et dans la préparation au concours, c'est d'éviter la dispersion dans les détails et l'impression d'être perdu devant la masse a priori immense des connaissances à ingérer. Quand on lit les rapports de jury, quand juste on a un aperçu même lointain des thématiques qui peuvent être abordées, on a souvent, pratiquement toujours, le sentiment d'être incapable de parvenir à obtenir la connaissance nécessaire ou la technique nécessaire pour pouvoir réussir un concours qui est présenté et qui est d'une certaine manière difficile. Comment faire dans ce cas-là, dans un temps limité, pour pouvoir malgré tout mettre toutes ses chances de son côté, sachant que la plupart des gens considèrent que la préparation au concours se fait nécessairement sur le temps long. L'un des points important à avoir à l'esprit, c'est que la culture philosophique ne sert en soi qu'à nourrir notre capacité à produire des raisonnements philosophiques. Autrement dit, il me semble que l'un des points sur lesquels le travail de révision doit se concentrer, c'est sur cet aspect-là, plus ou au moins autant que sur la connaissance des auteurs. L'enjeu, à mon avis, c'est de travailler les lieux de distinction réelle avec les autres copies du concours. La plupart des gens qui vont arriver au concours de philosophie, que ce soit le CAPES ou l'agrégation, sont dotés d'une culture philosophique minimum correcte. Et en vérité, dans la lecture des copies, si vous regardez même les copies parfois qui sont présentes sur internet, qui sont les bonnes copies bien notées, ce qui est spectaculaire, ce qui est manifeste pour quelqu'un qui fait de la philosophie ou même qui est prof et qui en corrige depuis longtemps, ce n'est pas nécessairement la très grande culture philosophique ou le caractère universitaire de cette culture, c'est plutôt la capacité problématique, la finesse des distinctions conceptuelles,
la clarté générale de la copie, son articulation. Donc, il me semble que ce qu'il faut faire d'abord lorsqu'on veut réviser dans un temps limité, c'est s'entraîner à cet aspect-là. Et c'est cet aspect-là qui va permettre ensuite de produire des révisions efficaces sur la culture philosophique à proprement parler. Donc une stratégie que j'ai utilisée était de récupérer les sujets de leçons proposés par les jurys de concours les années précédentes à l'agrégation et qui sont disponibles à la fin des rapports du jury, et de les traiter, ces thèmes, dans des temps très limités. Donc ces temps très limités, c'est 15, 20, 30 minutes, pas plus, et parfois même moins. Donc c'était des exercices de pure problématisation. Je mettais l'accent sur le travail problématique et conceptuel, un travail qui était souvent d'ailleurs que je me forçais à faire indépendamment de l'usage de la culture, d'une culture philosophique au sens de l'usage de références philosophiques. Mon travail consistait à essayer de produire des problèmes, à comprendre la nature des problèmes, sans avoir besoin de l'articuler nécessairement sur des aspects polémiques de l'histoire de la philosophie, qui sont des aspects connus et reconnus, mais à partir en quelque sorte de moi-même. Donc je mettais l'accent sur le travail problématique et sur le travail conceptuel, c'est-à-dire sur le travail sur les notions, sur les termes du sujet, les nuances conceptuelles qui sont à la base de ces sujets. Pourquoi ? Parce que il me semble que ce sont les points de faiblesse de pas mal de copies des concours de philosophie, et c'est même, pour le dire dans l'autre sens, c'est des points qui peuvent faire d'une copie peut-être plus faible ou moins spectaculaire en termes d'usage de l'histoire de la philosophie, une bonne copie pour un lecteur de concours, hein, quelqu'un qui va corriger les copies. Pourquoi ? Parce que la dissertation, notamment, hein, même si ça marche aussi cette préparation dans une moindre mesure néanmoins pour l'explication de texte, mais pour un travail qui était axé sur la dissertation, c'était le choix que j'avais fait, choix stratégique, puisque l'explication de texte me semble être quand même souvent plus dépendante d'une culture initiale. L'exercice de la dissertation, donc, est un exercice où il est nécessaire de rendre compte d'un ou deux problèmes et d'être capable de le clarifier, notamment en jouant sur ces nuances et ces distinctions conceptuelles fondamentales et majeures dans l'histoire de la philosophie et dans la pensée philosophique. Par ailleurs, ces exercices me permettent de pousser ma culture dans ses retranchements. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour moi de mobiliser après l'exercice de problématisation pure, en quelque sorte, de mobiliser dans un temps très court les références immédiatement disponibles à mon esprit pour traiter tel ou tel aspect du problème. Donc ces exercices-là, ils ont deux avantages, ils permettent de vérifier deux choses. La première chose, c'est qu'ils permettent de vérifier et d'entraîner notre capacité à sentir rapidement les aspects problématiques de telle ou telle question, telle ou telle thématique, telle ou telle forme d'interrogation. Et donc, c'est comme ça devient une sorte de ritournelle, une sorte de... En nous habituant à problématiser dans un temps très très court, on entraîne notre esprit à certaines stratégies intellectuelles, certains mécanismes intellectuels qui vont évidemment accélérer notre travail le jour du concours, en plus dans un contexte de stress éventuellement, de temps limité, etc. Donc première chose, c'est ça. Le deuxième intérêt d'un tel exercice, à mon avis, c'est qu'il me permettait de vérifier ce que j'étais capable de mobiliser en un temps très court comme référence, justement. C'est-à-dire de faire le point, de circonscrire les références, les aspects de la culture philosophique que je savais avoir, que j'étais capable de mobiliser sans avoir besoin d'avoir recours à des fiches ou des livres, mais à partir de ma tête, de mon crâne. Et donc ça permet donc d'une part de se rassurer sur ce que l'on sait, sur les endroits où on est capable finalement de trouver des références, alors que quand on révise purement la culture philosophique, finalement on ne sait pas vraiment comment on va la mobiliser dans le cadre d'un problème. Et la deuxième chose, c'est que ça permettait surtout de circonscrire les endroits où visiblement je n'avais pas cette culture minimale qui semble être nécessaire pour pouvoir avoir une bonne note au concours.
Donc ça me permet de repérer les lieux où il fallait que j'approfondisse ma culture philosophique, et où je trouve des références. Je vous renvoie à la première vidéo sur cette question, des références donc hautement problématiques, arachnéennes, c'est-à-dire ou tentaculaires, c'est-à-dire qui pouvaient toucher à tout, et qui m'intéressaient. Bon. Donc la règle que je m'appliquais et que je vous propose d'appliquer si jamais vous voulez réviser, même là pour par exemple pour le CAPES dans un mois, c'est de traiter d'abord les thématiques où l'on se sent moins à l'aise. C'est-à-dire vous avez dans les rapports de jury les couples notionnels, les couples de sujets. Prenez dans ce couple celui que vous ne voudriez pas prendre, celui que vous n'aimez pas, et forcez-vous à traiter le plus à fond possible ce thème, parce qu'en fait, évidemment, il faut d'abord s'éviter les impasses qui ruineraient une préparation parfois de plusieurs mois, plusieurs années. Et donc pour s'éviter les impasses, il faut ne pas parier sur le fait que ça ne va pas tomber sur, sur les sujets où on est le moins à l'aise. Donc ça permet aussi de circonscrire les déficits effectifs de notre culture philosophique, comme je l'ai dit, et chose étonnante aussi, parfois ça permet de se rendre compte qu'en fait on en sait plus que ce qu'on croit. En fouillant un petit peu, on se rend compte que des thématiques qui nous semblent étrangères, difficiles, finalement on est capable de les traiter, et c'est très important de le savoir parce que dans le cadre d'une dissertation en temps limité et dans le cadre du stress du concours, parfois ces références qui étaient en nous, on n'arrivera pas à les mobiliser simplement parce que on s'enfoncera directement dans l'idée que l'on ne connaît rien au sujet qui est face à nous. Ok, l'un des intérêts spécifiques, et ça c'est un conseil que je donnerais même si on ne travaille pas à partir de cet exercice, c'est que les éléments de fond de la culture philosophique que j'apprenais pour l'agrégation, je les apprenais toujours dans l'optique de problématiques réelles, c'est-à-dire jamais pour elles-mêmes. Je les apprenais dans l'optique de performer en quelque sorte dans la construction d'une problématique ou d'un plan de dissertation. Donc c'est un usage évidemment très pragmatique de l'apprentissage philosophique. On pourrait dire que finalement c'est vraiment un apprentissage purement stratégique. Donc pour le dire autrement, je n'apprenais des éléments de culture philosophique que dans la mesure où ils pouvaient être effectivement valorisés de façon efficace dans le cadre de la construction d'une dissertation. L'avantage, ça c'est une parenthèse, mais l'avantage que je vois par ailleurs à ça, c'est que c'est pas si anti-philosophique que ce que ça pourrait paraître de loin. Moi, dans ma tête, je m'étais mis dans une sorte de mood de bachotage en quelque sorte, mais finalement c'est moins du bachotage que ce que l'on peut croire, puisque c'est aussi une manière, à mon avis, intelligente de penser l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire de la penser à l'intérieur de problèmes vifs et urgents. Par ailleurs, pour parler d'autres aspects de mon travail de révision, j'ai évacué de mon travail de révision la mémorisation difficile et technique des éléments de citation ultra précis qui sont parfois réclamés au concours. Alors ça c'est un choix assumé et qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais mon raisonnement était qu'une bonne copie n'allait pas être éliminée ou même significativement sous-notée en raison d'un manque de précision dans les références. Enfin évidemment il faut comprendre le seuil, mais je ne me suis pas embêté en quelque sorte à apprendre à quel paragraphe, de quel chapitre, de quelle œuvre de Kant appartenait telle référence, voilà. Évidemment, si vous en êtes capable, si vous êtes capable de cette précision et de cette clarté-là, c'est super. Mais à mon avis, on perd beaucoup d'énergie à vouloir acquérir une sorte de culture livresque et encore une fois universitaire, qui dans le cadre d'une dissertation n'est pas très utile. Les copies sont avant tout notées pour des aspects qui ne sont pas cela. Donc ne pas concentrer le maximum de son énergie sur ce qui, dans la note, sera un détail. Évidemment, à mon avis, quelqu'un qui est capable en plus de faire ça, il gagne des points, en tout cas, il suscite un intérêt spécifique particulier pour le correcteur, mais c'est pas ça qui va discriminer les candidats. Par ailleurs, donc là, une méthode de révision qui, pour le coup, est d'une pure bachotage et, à mon avis, dans une certaine mesure, anti-philosophique, c'est-à-dire problématique sur le fond. Mais
Je donne ici les techniques qui m'ont été utiles, et remarquablement utiles parfois, dans l'optique d'obtenir un concours, pas dans l'optique de devenir philosophe. Ayant conscience de mon déficit quant à la connaissance de certains auteurs, je me suis attelé à apprendre de façon scolaire les points doctrinaires classiques des auteurs qui m'étaient étrangers. Alors il y a même des sites sur internet qui résument de façon souvent claire et limpide les œuvres de certains auteurs, et la plupart du temps j'apprenais un ou deux résumés d'œuvres. Alors pas tout le résumé, mais en gros les éléments dans ces œuvres qui me semblaient pour moi philosophiquement riches et intéressants, et je les apprenais par cœur. Par cœur, ça veut dire que j'étais capable ensuite de les mobiliser dans mes exercices de problématisation. En articulant toujours l'apprentissage, on va dire pur, le scolaire de doctrine, et l'exercice de problématisation, je validais continuellement ma capacité à utiliser effectivement mes connaissances. Donc je pense que le point essentiel pour les révisions, c'est celui-ci. La connaissance que vous ingérez, la connaissance pure que vous ingérez sur les auteurs, sur les doctrines, sur les concepts, il faut qu'elle soit toujours, dans un temps relativement court après votre apprentissage, valorisée par vous dans une problématisation qui est produite par votre esprit. C'est-à-dire qui n'est pas tirée en quelque sorte d'un manuel ou d'une fiche. Il faut que tout de suite, cette culture que vous voulez acquérir, elle ait tout de suite une réalité problématique et un sens dans votre capacité à produire des problèmes. Sinon, elle restera désincarnée, et même si vous avez une connaissance très fine d'une œuvre, par exemple, vous aurez du mal à la mobiliser de manière originale, audacieuse, hautement problématique dans le cadre d'un concours, parce qu'en fait, vous viendra à l'esprit peut-être la fiche entière, je sais pas, sur Husserl, mais vous n'aurez pas eu l'habitude d'utiliser les éléments conceptuels de la philosophie husserlienne dans le cadre de problématiques différentes. Voilà. Dernier aspect des révisions que j'ai menées et qui m'ont été très profitables aussi, c'est un point qu'on néglige parfois, qui est le point des exemples. Pour moi, une bonne copie de dissertation et une bonne leçon, c'est souvent, et en fait un bon cours de philosophie, c'est souvent évidemment de bonnes références philosophiques, mais très souvent aussi, et parfois plus, de très bons exemples. Des analogies, des exemples au premier degré, etc. Et donc je me suis constitué un corpus d'exemples qui prenait un peu la même règle que la règle que j'avais pour l'apprentissage de mes références, c'est-à-dire des exemples qui m'étaient chers, donc qui me plaisaient. J'adore la musique expérimentale, l'histoire de l'art, l'astronomie. Bon, je trouve à l'intérieur de ces domaines que j'aime des exemples qui pourront être utilisés dans des thématiques différentes. Et que je pourrais utiliser de manière fine, c'est-à-dire de manière non allusive. L'un des problèmes des exemples dans les copies de dissertation, c'est que souvent, ils sont relégués à une sorte de seconde zone. On va beaucoup s'intéresser aux références, mais peu aux exemples. En fait, la précision dans les exemples est au moins aussi importante que la précision dans les références, et a l'avantage d'être parfois plus malléable. Donc je vous conseille par grande thématique d'avoir un ou deux exemples que vous trouvez intéressants, original, qui sortira du lot. Dans ce cadre, je vous conseille aussi d'éviter précisément les exemples ultra communs. Bon, ça c'est des choses connues, mais il est évident que parler de Guernica dans une copie qui traitera de la thématique de l'art, pour moi, n'est pas très pertinent, parce que tout le monde pense à Guernica ou à la Joconde lorsqu'on parle de tableau. Il faut prendre des références qui ne sont pas la culture
immédiate de tout le monde, car sinon le point de vue qu'aura le correcteur, c'est que d'abord en fait vous prenez ces références-là parce que précisément vous n'avez pas une culture réelle sur le sujet dont vous parlez, et le deuxième élément, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit toujours lorsqu'on révise et lorsqu'on travaille les problématisations, les argumentations, les plans, que corriger des copies de philosophie, c'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose qui provoque la plupart du temps un ennui profond qui est très aliénant pour le correcteur, et donc il faut lui donner envie de vous lire. Il faut qu'il y ait quelque chose dans vos copies qui lui fasse dire « Ah, ça m'intéresse » ou « Ça c'est intéressant, ça je ne l'ai pas lu ailleurs ». Souvent cet aspect-là peut être négligé, alors que d'un point de vue purement psychologique, il me semble être très important. C'est aussi ça qui permet à l'expression de votre problématisation, de votre argumentation, d'être riche et intéressante pour celui qui vous lit, vous écoute. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'en ferai une prochainement sur la manière que j'ai d'aborder la méthode de la dissertation, que je pense comme une narration. Il me semble que de réfléchir à la dissertation comme une narration permet de lever un certain nombre de difficultés méthodologiques et surtout d'avoir des réflexes de rédaction très utiles pour pouvoir produire des copies à la fois claires et intéressantes à lire.